Bonsoir à toutes et à tous, désolé pour le retard, c'est un peu fort. Donc, on va commencer notre rencontre de ce soir. Bon, je vois des visages habitués de ce qu'on fait ici depuis pas mal d'années. Donc, on accueille des réalisateurs, des critiques, des écrivains. Et puis, voilà, en fait, ça fait une petite dizaine d'années qu'on fait ça. Et puis, bon, on se rend compte qu'il y a des fidélités qui s'installent et des écrivains. Les artistes qu'on suit régulièrement, donc on guette un peu le travail. Et Clément, Cogiteur, qui voilà, fait partie de cette famille-là. Moi, je suis toujours assez curieux de voir voilà, tes travaux, ce que tu fais, tes films, tes installations, quand je peux aller les voir. Mais bon, tu étais déjà venu ici il y a quelques années pour Ni le ciel ni la terre, un de tes premiers longs métrages, même ton premier long métrage, avec toute l'équipe du film. J'ai le souvenir de toutes 5 comédiens, je crois, et il y avait quelque chose d'assez qui ressemble à une sorte de troupe comme ça, d'assez familial. Et puis tu t'es revenu aussi pour Braguino, qui était sorti en salle de cinéma aussi, qui était un format plutôt moyen métrage, et c'était en 2017. Et Ni le ciel ni la terre, c'était en 2015. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es artiste, tu es cinéaste, mais tu es aussi artiste contemporain. J'ai envie de dire aussi, peut-être et surtout, ou comment ça se divise, comment se divise ton travail. Alors, je présente juste Isabelle Manquillet, qui est la monteuse du film Goutte d'or, parce qu'on est là pour évidemment parler de ce film-là, Goutte d'or, que certains ont vu, peut-être pas, mais que je vous conseille, qui est sorti en salle il y a quelques mois. Et donc, artiste contemporain, cinéaste, comment tu partages ce temps-là, comment ça s'organise tout ça? Les deux, en fait, c'est juste des films qui sont des films différents. Et en fait, si j'étais écrivain, par exemple, c'est comme si je passais de la poésie au roman. Du coup, ça reste de la littérature, mais c'est pas la même manière d'écrire, de raconter, de produire des images, mais ça reste. Les expositions que je fais, c'est des vidéos, en fait. Voilà, c'est juste souvent, il y a peu de fiction, ou c'est une fiction qui se fait pas forcément avec des acteurs, ou qui est une fiction plus expérimentale. Alors c'est à ce soir. Alors Sylvain Verden ne viendra pas ce soir, hein, c'est ça, non, vous l'avez annoncé, malheureusement, qui est chef opérateur, voilà, du film et de tes films en général. C'est un vrai compagnonnage. Alors c'est assez drôle parce que cette rencontre, elle prend place entre une rencontre qu'on avait la semaine dernière avec des chefs opérateurs où il y avait du beau monde, il y avait Caroline Champetier, Agnès Godard, Renato Berta, Jean-Marie Leroux, et on a discuté on a beaucoup discuté de lumière, et le nom de ton film est venu dans la conversation, parce que je leur posais des questions sur les films contemporains qui les avaient marqués, et donc
c'est Caroline, je crois, qui parlait de Goutte d'Or, qui lui avait énormément plu, où il y avait des choses vraiment qui la stimulaient énormément au niveau de l'image. Et puis vendredi, on reçoit André Zielinsev. Donc ça a de la gueule. Mais en même temps, c'est marrant d'un côté d'avoir des chefs-op et dans 2 jours, le grand réalisateur russe du moment, et toi qui a quand même parcouru les terres russes, comme Bieloutine, Braguino, c'est quand même une partie du continent qui t'a intrigué. Donc je trouvais ça assez drôle comme coïncidence. Je sais pas si c'est une coïncidence. Voilà. Et je posais une question un peu embarrassante, c'est bien que Sylvain soit pas là, parce que en fin de discussion jeudi dernier, je posais une question embarrassante au chef opérateur, j'aurais dû la poser au réalisateur, mais vu qu'ils n'étaient pas là, c'est comment est-ce que, je posais la question au chef opérateur, savoir pourquoi ils étaient choisis par tel réalisateur, pourquoi un réalisateur choisit tel chef opérateur et pas tel autre. Donc vu que Sylvain n'est pas là, je peux te poser la question, pourquoi ce compagnonnage et cette fidélité de 5 films, je crois, avec Sylvain, et pourquoi tu le choisis? Avec Sylvain, on a fait vraiment plein de choses ensemble, et tant Braguino qu'on a tourné en Sibérie, quasiment à 2, que une mise en scène à l'Opéra de Paris. Donc Sylvain, j'ai commencé à travailler avec lui il y a 20 ans, sur mes projets quand j'étais étudiant. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir grandi avec lui comme réalisateur, quoi. Et Sylvain, lui, il est un petit peu plus âgé que moi, et lui commençait déjà à travailler quand moi je commençais mes études. Donc, il avait un petit peu d'avance sur moi dans le métier, quoi. Et donc moi j'ai besoin du regard de Sylvain, de son épaule pour arriver à construire ce qui m'intéresse. Donc il sait très bien le type d'image qui m'intéresse. Moi je sais très bien comment il cadre. Donc, alors en fiction on écrit vraiment ensemble, et en documentaire c'est encore plus décisif sa présence, parce qu'on attrape les choses comme elles viennent, et du coup il a une importance encore plus grande dans le doc, quoi. Mais en fiction, on aime bien profiter aussi de l'expérience du documentaire, c'est-à-dire de tourner dans des décors à 360 degrés, beaucoup de caméras à l'épaule, et puis de se greffer sur la lumière existante. Enfin, sur le nord, c'est la lumière de la ville dans la nuit, quoi. On change quelques ampoules, on rajoute 1 ou 2 sources lumineuses, mais on reste quand même très, très léger. Et c'est amusant parce que les chefs-op disaient que avec un réalisateur, il y a, ça parlait de focale, de choses comme ça, de ce qu'a été le passage au numérique aussi, et il y a un objectif qui s'impose, il y a un objectif comme ça qui est privilégié, qui est plus utilisé, et au final qui s'impose. Est-ce que par rapport à Sylvain, donc par rapport au regard sur le personnage, là, avec Karim Leclou et des autres personnages, mais est-ce qu'il y a une distance par rapport au personnage, quelque chose dont vous avez discuté ou qui s'est imposé assez rapidement? On tourne avec des focales, disons des objectifs qui sont toujours un peu les mêmes. Ça, on a du mal souvent avec la courte focale, les grands angles, qu'on trouve tous les deux assez agressifs pour les visages. Le grand angle, c'est l'objectif de l'iPhone, quoi, qui met très à distance. Donc on est plutôt sur des objectifs qui sont proches de l'œil, en fait, de la vision humaine, ou des focales un peu plus longues qui nous permettent de rapprocher les personnages. Parce que le film est tourné plutôt en longue focale. On donne une sorte de proximité, je pense, assez grande avec les personnages. Et ce qui permet d'avoir un arrière-plan un peu flou. Un peu flou, c'est peu le paysage. Et de filmer en public, en décor réel. Et Isabelle, donc, voilà, tu travailles avec Clément depuis pas mal de films aussi. J'ai ta filmographie, et il y a j'ai vu qu'il avait travaillé sur le barrage d'Aish, que j'avais vu, c'est intéressant de voir par rapport au cinéma de Clément, de voir le type de film aussi qui est. Comment est-ce que s'est passée la rencontre avec Clément, et comment ça s'est noué ce travail-là du monteur-réalisateur? Autour d'un café, 2010, c'était pour Parmi nous. C'est ton dernier court-métrage de fiction. Et très simplement, en fait, je me rappelle juste
on était un peu sur la même longueur d'onde, les choses se sont faites simplement. Voilà, puis après on a commencé à travailler, et puis de film en film, la collaboration elle s'est étoffée. Oui, enfin voilà, c'est intéressant. Mais même pour aller tout de suite sur Goutte d'Or, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que tu reçois régulièrement les rushs, tu lis d'abord le scénario, vous êtes d'accord sur des choses précises, tu lui fais des propositions, vous travaillez à quatre mains, comment est-ce que ça se fait? Alors pour le scénario, oui, Clément, quand il se sent prêt, oui, il fait des lectures, donc j'en fais partie. Et puis ensuite, on a l'habitude de travailler ensemble. Je l'attends en fait, parce que voilà, le tournage se fait, je regarde les rushs, on discute des rushs comme ça, mais je ne commence pas le montage pendant le tournage. Voilà. Et ensuite, on revoit ensemble, une fois qu'il est un peu reposé de tout ça, parce que bon, c'est toujours une épreuve, hein, un tournage. Et puis, on a une façon de travailler qui est que je vais faire un premier montage. Je vais proposer un premier montage de chaque séquence, et puis on va les retravailler ensemble ensuite. D'accord. Voilà. Sur la base de ce qu'on s'est dit en regardant les rushs et en échafaudant le plan avec nos mots, nos sensations, nos analyses des rushs. Et c'est un travail de friction, de collaboration, d'émulation. Comment est-ce que ça... De vraie collaboration, parce que voilà, pour ça, c'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec Clément, c'est-à-dire je pense que c'est pareil sur le tournage. À chaque fin de tournage, les gens sont vraiment heureux d'avoir eu un travail difficile, mais dans la collaboration. Du coup, voilà, on a des choses à exprimer, à donner, il prend pas, il fait... Et puis voilà, il écrit le film au fur et à mesure, et au montage c'est pareil. Bien sûr qu'on fait des propositions, voilà. Mais aussi on se laisse aller avec cette matière qui est assez incroyable d'ailleurs. Sylvain, il a une façon de filmer les corps, les acteurs qui nous emmènent, qui nous emportent. Leur travail est vraiment prenant, et donc voilà, on met les mains là-dedans, et c'est une collaboration, et voilà. Parce que toi Clément, comment t'envisages de travailler avec ta monteuse, le dernier monteur qui est venu ici, c'était Yann Deday, et il nous parlait de sa façon de Cala, qui sur un film utilisait trois monteurs, et qui avait des rapports assez houleux, et qui en fait prenait des monteurs aussi pour des scènes particulières. Des assistants aussi. Voilà. Et toi, tu sais pas monter les scènes d'amour, donc il virait ce monteur et il en prenait un autre. Et puis voilà, il y avait quelque chose de très utilitaire en même temps. Comment toi tu... Moi, le montage, c'est en général, mais je pense pour beaucoup de cinéastes, c'est une épreuve, quoi, en fait. On regarde ce qu'on a fait, et puis on commence par s'arracher un peu les cheveux, et... regarder ces images, c'est assez dur, quoi. Il faut les apprivoiser, accepter que c'est souvent compliqué, et puis il y a des moments où on se dit ça marche comme ça va pas avoir besoin de beaucoup de travail pour fonctionner. Donc en fait, je t'interromps. Par exemple là sur Goutte d'Or, est-ce qu'il y a eu donne-nous un exemple d'un moment où ça bute, quoi. Ça va pas, ça fonctionne pas, qu'on arrive à engager pour ceux qui ont vu le film. Qu'est-ce que ça peut être un problème, un vrai problème de montage, ou de construction de personnages, où on n'arrive pas à trouver de porte de sortie? On n'a pas été bloqué vraiment en montage sur Goutte d'Or. En fait, j'ai eu la chance quand même d'avoir pas mal de temps pour répéter avec les acteurs. Par exemple, sur Monsieur Animateur, on avait beaucoup travaillé en montage autour du jeu d'acteur, parce qu'il y avait peu de prises, on avait très peu de temps, on n'avait pas eu le temps de préparer. Donc j'ai souvenir que beaucoup du travail de Monsieur Animateur, c'était d'accompagner les acteurs en montage. Et là, sur Goutte d'Or, le temps de répétition, j'avais vraiment pu réécrire le texte au fur et à mesure avec Karim. Donc ça faisait que en fait, les personnages étaient vraiment là dans les rushs, ils n'avaient pas besoin d'être reconstruits en montage. C'était plutôt la trajectoire globale du film. Et c'était aussi la bascule du film, le film un peu en deux parties, avant et après la découverte du corps. Et c'était au scénario, il y avait quelque chose d'assez fluide.
Et au montage, dans les images, les choses étaient tellement incarnées que tout d'un coup, la bascule devenait plus radicale, plus dure, en fait, comme un accident. Et il fallait que ça reste un accident, mais il fallait comment dire, que le film nous perde, mais en même temps, il fallait arriver à récupérer les spectateurs après. Et on sait que quand on fait des choses comme ça, même quand on les écrit, on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas nous suivre jusqu'au bout, des spectateurs, on sait qu'on va les perdre. Mais ça a été le retour de certains, moi j'ai adoré le film, mais certaines personnes avec qui j'en ai parlé, et ils me disent non, mais j'ai pas compris, qui sont vraiment ressortis déboussolés du film. Quoi. Ouais. Mais je pense qu'à la fin, le film, même pour les spectateurs que le film récupère, laisse déboussoler, c'était aussi comment dire, je me rappelle, moi, la première expérience à avoir vu le film à la fin, cette espèce de sensation un peu comme le personnage de Tsubé, quoi. Oui. Et ça, c'est une émotion qui n'est pas très confortable, mais qui m'intéresse beaucoup. J'aime pas trop le film à la fin où je me dis, ah oui, je sais identifier exactement ce que je ressens et pourquoi je le ressens. Et j'ai l'impression que dans la vie, c'est assez rarement comme ça, en fait. Ouais. Quand on vit quelque chose de fort, qu'on est un peu hagard, quoi. Et qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop en fait, que toutes les choses sont mêlées, quoi. Et c'était quelque chose que je cherchais. Et que du coup, que le trajectoire pour y arriver, je savais qu'elle allait être assez complexe et que je pouvais perdre du monde en route. Ensuite, l'idée c'était aussi que dans le film, il y a des séquences un peu voiture-balai, pour récupérer un peu des gens qui nous redonnent un peu pour raccrocher les wagons de la fiction. Quoi. Voilà. Mais juste, alors, qui a vu le film et qui n'a pas vu le film, parce qu'on va spoiler, qui n'a pas vu le film. Oui, d'accord. Bon, on peut pas non plus ne pas. Voilà. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Voilà, ok. Non, mais ça enlèvera rien au plaisir. Non, De ça toute façon, me... mais non, dire que c'est un film qui va suivre le personnage de Ramsès, qui est une sorte de marabout qui entend les morts et qui voilà, a envie de découvrir un peu les ficelles de son travail, pas dévoiler énormément. Voilà. Aussi, tous les critiques de cinéma ont totalement dévoilé le film. Ah oui, d'accord. J'étais assez atterré en me disant que le Monde avait fait une super page sur le film, tu te rappelles? Ouais. Et ils avaient spoilé, c'est pas 24 heures chrono, mais ils racontaient ils racontaient le film du A à Z, quoi. Donc c'est un peu chiant quand même. Les films ne sont pas construits sur un suspense et sur des. Mais quand même, c'était un peu gênant. Mais ma question c'était, est-ce que la forme du film, le genre du film, je pense que ça a dû être un souci dès l'écriture, de dire qu'est-ce que j'embrasse comme genre, parce qu'il y a quand même un point de bascule qui fait qu'au début on est dans quelque chose de presque un peu sociologique, on suit un personnage comme ça, et au bout d'un moment on vire dans un récit qui emprunte au conte, au polar, à quelque chose. C'est surtout des soucis pour le producteur et le distributeur du film. Moi je m'en fous un peu, moi je fais juste oui, mais que ça s'emboîte, que les choses dramatiquement, que ça s'emboîte. Au niveau de la distribution. Ça c'est pas tellement problématique. Enfin, pour moi c'est pas problématique, pour moi c'est un peu des jeux avec des codes, quoi. C'est plutôt agréable. C'est plus compliqué quand il s'agit de trouver de l'argent et dire est-ce que c'est un polar? Non, c'est pas un polar. Est-ce que c'est un film social? Non, mais il y a des éléments de. Est-ce que c'est. Du coup, c'est un peu compliqué quand il s'agit de financer le film ou de le vendre, ou de faire la bande-annonce ou quoi. C'est-à-dire qu'il est difficile à positionner très clairement en disant c'est ça, et c'est exactement ça, et ça va en parler exactement comme ça. C'est plutôt quelque chose que j'essaie d'éviter de faire. D'avoir un film, on voit la bande-annonce, on se dit ah oui c'est ça, puis on arrive et on voit les 20 premières minutes et on déroule un programme qui va en fait se produire pour l'heure qui suit, quoi. Mais du coup c'est plus difficile à financer, à distribuer, mais à écrire c'est plutôt plus joyeux, quoi, parce qu'on peut se laisser, je m'interdis rien. Non, mais sur le côté un peu hybride, si tu veux, de ton type de fiction, si tu veux, ça c'est quand même des questions que tu poses, de dire tiens, je pars d'un quelqu'un qui est un professionnel et qui va. D'ailleurs, c'est amusant, je trouvais que c'était très intéressant là, ce type de film où on voit quelqu'un qui est professionnel de ce qu'il fait, qui le fait très bien, et qui au bout d'un moment ça se craquelle, et ça bascule, et ça dysfonctionne. Je repensais à une conversation que j'avais avec Jean-Baptiste Auré, qui est lui, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Jean-Baptiste Auré, qui est un critique de cinéma, qui est très Nouvelle Hollywood et tout ça, qui s'est intéressé à la question du professionnel dans le cinéma américain, et parce qu'on a fait dans le compte de Michael Mann, et donc ces gens-là qui sont vraiment, ça m'a fait penser à ça, c'est un film de quelqu'un qui fait ça de manière très rigoureuse, même si c'est une escroquerie et tout ça, et il y a un moment, il y a un point de bascule, où il y a un moment où ça dérape, où ça grippe un peu. Et je trouve que ton film, c'est très agréable parce qu'il s'inscrit aussi dans cette famille-là et
comment dire, on suit, la façon dont tu construis ton personnage est très rigoureuse. Parle-nous comment tu as peut-être préparé ça avec Karim Leclou, comment tu l'as fait travailler, comment... C'était déjà le scénario, c'est drôle que tu dis ça, parce qu'en fait, je m'en suis un peu rendu compte avec ce film-là, qu'en fait, j'ai besoin de filmer des gens qui font bien leur travail. Et mais dans l'innocent militaire, quoi qu'on pense de ce que fait l'officier, en fait, il fait bien son job. Enfin, mais il est déplacé par ce qui se passe. Même dans Braguino, qui est un documentaire du coup, que j'ai pas écrit, c'est aussi un personnage qui est un super chasseur, un super pêcheur, qui a construit vraiment un monde. Et en fait, ce qui lui tombe dessus est beaucoup trop gros en fait par rapport à ce qu'il peut faire. Et dans Goutte d'Or, c'était un peu ça aussi. Donc c'est pas forcément volontaire, mais c'est. Non, mais c'est des figures au niveau fictionnel. Là, par exemple, on parle de Michael Mann ou de Tom Cruise en Collatéral, qui est le professionnel, qui va jusqu'au bout, mais jusqu'au bout de l'absurde, qui n'a même plus aucune vie. Au bout d'un moment, ça grippe, sa mécanique grippe. Mais je trouve qu'il y a un arc narratif qui est un peu similaire. Mais toi, justement, tu nous embarques dans, dans quelque chose qui est de la mythologie, du territoire, du rituel. Et c'est ce que je trouve très stimulant dans ton cinéma et dans tes univers, c'est que tu le relis à quelque chose qui est plus grand. Qui est plus grand. De parler de ça aujourd'hui et dans notre époque, je trouve que c'est des personnages ou des parcours de personnages qui sont réparateurs. Je prends. Non, mais moi j'en sors vraiment comme ça, où je me dis, dans un monde qu'on a, je vais arriver à ma question, mais dans un monde qu'on a du mal à lire, dans lequel, je sais pas, on a du mal à comprendre les territoires, les gens, voilà, je trouve que ton film, par toutes ses entrées, et il entre dès le début par un territoire, parce que c'est des films qui s'ancrent dans un territoire, il nous permet un peu de mieux comprendre le monde et de s'en sentir un peu plus consolé. Donc ton film, tu l'ancres à la Goutte d'Or. Pourquoi ? Ça faisait partie même du tout début du désir du film, c'était de filmer ce quartier-là à travers ce personnage-là. C'est un quartier dans lequel j'ai vécu, que j'aime beaucoup, qui est très compliqué, enfin très complexe, compliqué, mais qui est traversé par des énergies très différentes, et qui, je trouve, à travers juste un bout du monde, raconte beaucoup d'autres endroits du monde, quoi. Et puis, donc le quartier est en fait aussi juste un point de départ. Après, si on fait la trajectoire des personnages du film, finalement, en fait, ils partent de la Goutte d'Or, mais ils remontent jusqu'à la porte de la Chapelle. Ensuite, ça va jusqu'à la plaine Saint-Denis, donc c'est plutôt une sorte de montée dans le nord de Paris, quoi. Et on quitte un peu l'histoire du quartier pour partir plus loin. Mais ça reste quand même à chaque fois des endroits où on est vraiment dans les marges. Et je pensais que le film allait raconter un peu plus la ville. Dans le scénario, c'était un peu plus local. Puis très vite, ça s'est beaucoup resserré autour des personnages et autour de Karim. Mais même les immeubles et le dédale que peut représenter des parcours, les échafaudages et tout ça, ça nous crée une sorte de topographie mentale, quoi. Je pense que tu as travaillé quand même... Ouais, alors, en général, j'aime bien que la géographie soit assez claire. Dans l'Innocent Illuminateur, je crois que la première séquence, c'est... En fait, les personnages, la scène nous explique la géographie de où on est. Et je pensais que dans Goutte d'Or, ça serait un peu le cas. Et en fait, le territoire est devenu plutôt une espèce de marais, quoi, dans lequel pataugent les personnages, dans lequel c'est assez flou et c'est plein de dédales, de recoins. Et en fait, même si leur trajet est assez cohérent, c'est assez difficile de le reconstituer quand on connaît bien le quartier, de savoir exactement par où il passe. Mais on reconnaît des points précis, Barbès, la ligne 2... surtout au début, mais après c'est un peu plus compliqué. Donc, le chantier, il est reconnaissable. Et c'est en ça que je pense que tu en as conscience, mais même à travers une scène d'ouverture où on voit un quartier en construction, on a l'impression qu'il y a presque quelque chose d'archéologique. On va chercher un territoire, mais dans ce qui se transforme, dans ce qui va devenir, mais en même temps dans ce qu'il a été et dans ce qui... je sais pas, on est toujours... on a moi, quand je vois des films, j'ai des lectures très et archéologiques, et c'est comme si, dans un moment présent, on avait toutes les strates
de ce que ça a été, de ce que c'est, de ce que ça va devenir. Je sais pas. Comment toi tu travailles ça ou comment Ouais, c'est présent. non, ça m'intéresse beaucoup. Je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais effectivement, en plus le film commence avec cette pelle quoi, qui racle le sol et le film va petit à petit exhumer quoi, au bout d'un moment un corps. Mais oui, cette question de la verticalité, dans Dort, pour le coup, c'est des étages, le parking souterrain et les toits, et que du coup le film soit une sorte de lien quoi, entre tout ça. C'est à l'image du personnage aussi, on peut dire. En fait, c'est la géographie et tout ce que vous venez de décrire, c'est un peu l'image du parcours que le personnage va aussi faire. Tout à fait. C'est pas quelque chose qu'on a complètement. On n'en parlait pas comme ça au montage, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui échappent et qui en même temps sont là. Enfin, c'est vraiment intéressant d'avoir des retours après coup comme ça aussi. Mais je pense que c'est pas seulement et Braguino et Nicéniater, il y a quelque chose comme ça qui se travaille, d'un territoire délimité qui est défini ou pas dans Nicéniater, que tu as tourné, qui se passe dans une sorte d'Afghanistan, mais que tu as tourné au Maroc, de mémoire. Voilà. Mais peu importe, je veux dire, c'est un territoire qui est délimité avec des zones, avec du sacré, du profane, il y a quand même des. C'est toujours. Encore une fois, moi je trouve ça toujours très, très stimulant parce que j'aime la ville et j'aime la visiter et la voir de nuit et de voir ces zones les zones de gare, de voies ferrées, c'est presque des zones de non-droit, quoi. On ne sait plus où on est. Et je trouve que le cinéma ne le donne pas suffisamment à voir. Et je le retrouve chez toi et c'est assez. Alors, je pose des questions après, préparez vos questions, parce que sinon moi j'ai. Mais ce que j'aime beaucoup comme thème que tu travailles, c'est la question de la croyance et de la foi. Là, tu parles de quelqu'un qui entend la voix des morts et qui console les vivants. Et on voit un peu comment il tire les ficelles de ça, mais alors on peut être très cynique et voir dans le personnage principal la figure d'un escroc, et en même temps, il y a des vraies vertus et il y a des gens qui sont réellement consolés. C'est des thèmes qui t'intéressent. Je me rappelle, on avait parlé de Biéloutine, où tu parlais de l'art, de ton rapport à l'art et à la peinture, où c'était un couple de moscovites qui avait chez lui des peintures qui étaient vraies ou fausses de grands maîtres, et tu mettais dans la question de l'art la question de la foi, de la croyance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de cette chose-là qui t'attire, quoi, quand même, cette question du vrai, du faux qui console? Ouais, dans l'art, c'est une question passionnante qui n'est pas exactement celle de Goutte d'Or, mais qu'est-ce qui fait l'impact de l'œuvre sur nous? Est-ce que c'est la croyance que c'est un tableau de Léonard, de Titien ou du Greco, ou est-ce que c'est l'image elle-même en fait, et que du coup on charge de croyance les images et du coup ça crée une espèce d'aura et qui en fait se met entre nous et l'œuvre quoi. Et du coup la question du faux là-dedans elle est passionnante quoi. Mais pour Goutte d'Or, ouais, il y avait cette idée d'explorer la question de la croyance, mais de manière très large, quoi, que ce soit autant la manipulation et le mensonge que la question de l'invisible, de la foi, et sans chercher jamais à le juger, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie que le personnage il échappe un peu on se dit c'est un salaud sur une séquence, et puis il est vraiment en train de manipuler pour se faire de l'argent, et puis juste la séquence d'après ou la phrase d'après, de dire mais en fait ce qu'il dit là c'est assez beau, ou l'émotion qu'il est en train de produire chez cet homme ou cette femme qui est en deuil, ça a un sens quelque part quoi. Et qu'on bascule, et enfin c'est aussi le rapport que je peux moi avoir face à certaines croyances ou fictions consolatrices, c'est-à-dire d'alterner tout le temps entre le sentiment d'être face à une escroquerie et le sentiment de se dire ces choses-là sont aussi nécessaires. Et que je crois que c'est Saint-Augustin qui disait que une communauté humaine c'est une architecture de croyances, et que si on enlève ces croyances, la communauté
société s'effondre. Et que c'est aussi ce qui fait qu'on tient debout, quoi. Mais ton personnage, tu l'identifies pas non plus à une croyance religieuse, il ratisse assez large. Du coup, c'est ce qui fait qu'il prend des parts de marché, quoi. Voilà. Qu'il a beaucoup de succès, que ça marche bien, c'est que dire, au lieu d'être le mage de telle communauté, de telle religion, de quoi, il évacue le folklore, il évacue l'idéologie ou toute forme de religion. Du coup, chez lui, c'est assez neutre. Est-ce que tu as pensé à ses habits, ses habits, la façon dont il s'habillait? Ouais. Je me suis posé la question. De se dire comment. Et en fait, on s'est dit, il faut que ce soit le plus simple possible. Il faut que quand on rentre chez ce bonhomme-là, il n'a pas de boubou, il n'a pas un. Non, il fallait ni que ce soit un mec habillé de manière un peu impressionnante, folklorique ou qui pourrait être même ridicule, ni que ce soit un mec vraiment sapé comme un. Pas bien, qu'on ne sent pas qu'il y ait de l'argent, quoi. Et que ce gars-là se fasse tout simple, presque tout petit, et que tout se passe par la force de ce qu'il dit et comment il le dit, la manière dont il pose son regard, et que le reste doit apparaître comme vraiment que le décor soit nu, que ce soit juste un t-shirt tout simple, de jean basket. Et en fait, que même quand il apparaît à l'image, parce que toute la première séquence, c'est un peu construire sur la tente, chez qui on va arriver, que limite, quand il arrive, on soit déçu. Ouais. C'était quelque chose que j'avais envie de dire, c'est juste ça. Voilà. et par contre, le gars s'assoit, il commence à parler, et puis là c'est une autre histoire. Mais en fait, c'est très très fort, parce que, je spoil, un micro-spoil de l'arnaque. C'est-à-dire que l'arnaque, c'est que les gens viennent pour, sont en deuil, et en fait déposent tout ce qui est métallique, et dont leur portable, et pendant que les gens posent leur portable, Ramsès regarde, a récupéré les codes via ses complices, et regarde la vie, mais la vie numérique, la vie Facebook, la vie de ces personnes-là. Et donc, juste 5 minutes avant la séance, il est plein de tout ça, et il va voir la personne et lui dit j'entends, voilà. Et il se base sur cette identité numérique. Ça t'intéressait aussi? Ouais, je ne sais pas si ça existe vraiment, cette arnaque, mais toi tu l'as inventé, tu l'as imaginé, quoi. Je dis que si je faisais ce business-là et que j'avais envie de me faire vraiment de l'argent, je le ferais comme ça, quoi. Voilà. Mais c'est pas documentaire, ça? Non. Mais en fait, au début, j'ai cherché des pistes un peu plus documentaires, et souvent les escroqueries étaient trop grosses, quoi. Et je voulais que... Et en fait, si l'escroquerie est trop grosse, la personne qui est en deuil et qui se fait avoir, elle apparaît un peu comme bête, quoi. Enfin, comme crédule. Et il fallait que... Je me dis, si moi je suis face à ce type-là, que moi j'y crois aussi, quoi. Donc il fallait que l'arnaque elle soit suffisamment forte pour que tout soit pris au sérieux. Et que lui il le fasse avec un certain talent. Et aussi que ça, pour moi, c'était aussi raconter quelque chose sur l'époque, en fait. Et de se dire, ce qu'on confie au réseau, à ses pages, à ses sites, qu'est-ce que ça raconte de nous, comment on scénarise notre vie, et des choses qu'on a l'impression d'avoir jamais dites en fait à personne, et que d'un coup on nous renvoie, en fait on les a postées il y a 6 mois, et voilà, le monde entier, en tout cas notre réseau, il y a eu accès. Mais son talent, c'est justement de prélever ou d'aller sur le détail. Voilà, comme ça, c'est un vrai talent qu'il a. Ça, on l'a vraiment construit à la fois au scénario et avec Karim, se dire, en fait par moment il est sur des généralités parfois très spirituelles, parfois presque sorties de développement personnel, où on se dit, ça il peut leur raconter à peu près n'importe qui, et on a vaguement l'impression d'avoir entendu. Et puis d'un coup, il va la raccorder à une information extrêmement précise, à un nom, à un lieu, à un détail d'une maison, d'un paysage, et là il va accueillir la personne qui était dans la première scène qui est jouée par Laure du Tilleul, qu'on a travaillé un petit peu en méfiance au début, quoi. On sentait la première fois qu'elle vient, et du coup qu'il y a une résistance. Et moi je me mettais un peu à sa place en fait, en me disant tiens, si j'arrivais là, à quel moment en fait Et du coup c'était travailler aussi en montage, à quel moment tiens dans le regard, là il y a quelque chose qui cède, de se dire tiens on va isoler ce moment-là, à quel moment il procède par étapes en fait. Là il sait qu'il ouvre une brèche dans la personne, là il s'y engouffre, et puis là il sait que la personne est totalement acquise, et là elle est au bord des larmes, quoi. Et donc tout ça extrêmement... Il y a une dramaturgie en fait de la séance de consultation, et que lui est à la fois une sorte de scénariste et de metteur en scène du deuil, quoi. Et il y a vraiment, tu le dis, un bonus, mais comme une sorte de vautour autour de sa proie, quoi. On le voit, et en plus il est assez imposant physiquement, Karim Le Fou. Et on le sent bien tourner autour du patient, du patient, je sais pas, c'est un peu ça. Ça, tout ce travail-là, c'était très peu au scénario, c'est beaucoup avec Karim.
C'est Karim, à l'écriture, tu as pensé à lui ou ça s'est imposé ou tu t'es dit, mais oui, ça doit être lui? Non, j'avais écrit pour personne, j'avais même l'envie de découvrir un visage, jamais filmé, jamais peu connu, je trouve. Souvent on voit un peu trop les mêmes acteurs et j'avais envie de découvrir quelqu'un, sauf que dans cette tranche d'âge là, les acteurs qui sont capables de tenir un film sur les épaules pendant 1h30, ils sont en général découverts 10 ans avant. Ça, on peut découvrir vraiment des acteurs capables de tenir des premiers rôles avec beaucoup de talent, mais à 20-25 ans. Et donc très vite, on s'est dit, bon, là, il faut regarder ailleurs avec Tatiana, ma directrice de casting. Et puis, en fait, moi, Karim, c'est un acteur qui m'intéressait beaucoup, mais qui était... Tu l'avais vu dans quoi? Je l'avais vu dans Coup de chaud, je l'avais vu dans Le Monde est à toi, mais c'était pas du tout le personnage que j'avais écrit. Le personnage que j'avais écrit était plus dur, moins empathique, plus cérébral. Et en fait, c'est Tatiana Vial, ma directrice de casting, qui lui a fait passer un bout d'essai sur une scène sans me prévenir, en fait. Il m'a juste envoyé. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai à la fois su que c'était Karim qui allait faire le film et su aussi que j'allais changer mon personnage pour lui. C'est-à-dire qu'il lui manquait une dimension dans le scénario, une dimension empathique, sentir que il y avait quelque chose en lui il avait quelque chose d'un thérapeute quelque part. C'est juste qu'il avait mal tourné à un moment donné, dans son enfance ou son adolescence, et ça s'était perverti, quoi, et qu'il n'avait pas trouvé le bon chemin pour l'exprimer. Et que du coup, une sorte de thérapeute escroc qui avait... Mais qui était un vrai escroc, mais qui était un vrai thérapeute. Voilà, c'est ça. Et que du coup, le film a été essayer de reconnecter quelque chose en lui, de réparer ça. Qui était dans la trajectoire du film, mais pas de manière aussi manifeste que dès que Karim est rentré dans le projet. Non, mais c'est marrant parce que ça m'a fait penser, par exemple, il y a une scène d'enterrement familial, mais où il est vraiment une sorte de, pas de téléévangéliste, mais il est au centre de la scène et il entend les morts, et il y a toute la famille qui est là, et c'est vraiment une sorte de show, quoi, presque. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est marrant parce que ça me fait penser, je me suis dit, tiens, j'ai pensé à, je sais pas si tu as vu Network de Lumet. Tu l'as pas vu? Où ça parle de quelqu'un qui est vraiment, qui devient télévangéliste, mais qui vraiment croit à ce qu'il est, et qui vire vraiment. Et je crois que dans la construction de ton personnage, tu voulais pas justement que ce soit quelqu'un de spectaculaire, tu voulais éviter ce genre de... Je voulais absolument éviter le truc à l'américaine, parce qu'il y a quelques personnages comme ça dans le cinéma américain, et ça joue toujours sur un truc un peu extatique, et c'est tellement pas dans la culture européenne, ça. Sur les trans, sur les... Et ça, à la Goutte d'Or, ça marche pas si on veut brasser large et oui, ratisser beaucoup, faire une clientèle assez large. Et du coup, l'idée, c'était de transposer ce qui se passait dans son cabinet de consultation, mais sur un public plus large, et tout en conservant un sentiment d'intimité, de se dire, à un moment donné, il va viser cette personne-là, il va lui parler qu'à elle, et le fait que son public va rendre ça encore plus émouvant. Mais pour lui, c'est plutôt un moyen de faire tourner, de faire plus d'argent en 2 heures, quoi. Et on a ça aussi dans toute la... Parce que c'est quelqu'un qui prend de plus en plus de place dans le marché et qui menace l'équilibre économique du business, quoi. Et c'est intéressant. Tu as vu The Wire? Ouais. Et ça m'a fait penser, ces réunions-là, où il y a les vieux marabouts, et puis lui qui amène une sorte de nouveauté, à l'opposition Barksdale, Stringer Bell, où il y en a un qui voit le trafic de drogue comme... Bon, alors c'est la série The Wire, peut-être vous avez peut-être tout vu ou pas, ou que vous pouvez le voir. Et où il y en a un qui est vraiment la tradition, c'est-à-dire on deal au coin de la rue, et il faut avoir les corners, les territoires, c'est encore des questions de territoire, et Stringer Bell qui est lui qui prend des cours d'économie, voilà, et qui pense élasticité du produit, déclinaison des trucs. Et ça m'a fait penser à ce type de réunion, voilà, une ancienne façon de fonctionner, communautaire, traditionnelle, et lui qui apporte une sorte de modernité un peu rapace, à Proguin comme ça, et qui fait un business et qui marche, quoi. Donc il y a vraiment cette opposition plus que de style, mais de génération, quoi. Ouais, complètement, c'était même la référence. Du coup, cette scène, c'est une scène que j'ai beaucoup de plaisir à écrire et à filmer.
Et à monter. Et à monter aussi, On a c'est bien bon, c'est- ouais, On c'est- a- la- C'était la détente, cette scène. ouais, c'était la seule scène. Parce qu'il y a énormément de comédiens, peut-être des non professionnels. Aussi, mais, ouais, il y avait beaucoup d'impro et ils étaient tous tellement drôles. En fait, la scène aurait pu être beaucoup plus drôle, mais elle faisait une espèce de rupture. Au bout d'un moment, on se mettait à rire des personnages et pas à sourire de la situation. Ça faisait une rupture trop grande de style dans le film. Mais oui, l'idée c'était clairement de ne pas traiter ça comme une sorte d'activité mystique, religieuse ou au contraire des escrocs, mais de le dire, en fait c'est comme des artisans de quartier et chacun a son petit commerce et en fait il y en a un qui arrive et qui utilise des nouvelles technologies et qui brise en fait un équilibre économique quoi. Et qui dit, comment dire, qui réfléchit de manière très libérale quoi. Enfin, c'est la jungle, fait chacun pour soi et tout est permis quoi. Et du coup, c'est forcément, oui, c'est forcément un conflit de génération. C'est comme si voilà, Amazon débarque dans une zone et casse tout le business des commerçants de quartier quoi. Mais où là le récit est touchant, c'est que c'est vraiment, ça montre un personnage rapace, mais qui est rapace et déconnecté de sa propre histoire, et c'est là où je trouve le récit prend une ampleur sorte de récit initiatique, presque récit d'initiation. Je trouve qu'il a une force incroyable par rapport à ça, parce que encore une fois, à travers cette histoire-là, tu nous parles du monde moderne qui n'est pas connecté, mais pas de manière voilà, mais dans une réalité, c'est-à-dire que bah oui, on est plus reconnecté à la génération précédente pour plein de raisons, au niveau de la langue, au niveau peut-être d'un père un peu honteux, on sent vraiment qu'il y a cette cassure-là, et ça va occuper la deuxième partie du film aussi. C'est vrai qu'en montage, on se rendait compte. Enfin, le scénario apparaît de manière un peu sinueuse, où petit à petit, les relations d'une séquence à une autre sont de plus en plus erratiques, où à partir du milieu du film, il y a une sorte de zone où le rapport cause-conséquence est plus très clair, et que du coup, le scénario apparaît de manière assez sinueuse, alors qu'en fait, la ligne souterraine du personnage et du film sont assez proches de celle d'un compte initiatique. Ça, je sais pas toi, mais j'ai mis du temps un peu à me rendre compte. En même temps, on n'a pas du tout réécrit cette partie. Elle était déjà présente. Elle était écrite dans cet ordre-là. Et ce qu'on a surtout fait, c'est comme on fait dans tous les films, c'est de resserrer, de tirer un tout petit peu, d'enlever quelques dialogues, enfin voilà, de resserrer les séquences pour rendre les choses plus fluides. Mais je pense c'est vrai que c'est un peu erratique et en même temps le personnage est tellement présent et tellement tenu que en fait on avance avec lui, on avance avec ses étonnements, avec son évolution personnelle à chaque fois et on se nourrit de ça jusqu'à la fin finalement. Donc c'est en ce sens que ça tient jusqu'au bout et c'est même étonnant de richesse parce qu'il y a des séquences, franchement, on ne s'attend pas à voir les deux. C'est un peu, je vais spoiler un peu, les deux Basile, par exemple. Oui. Cette séquence, elle est incroyable. Oui. Il y a des irruptions comme ça, un peu onirico, Oui, c'est à la fois drôle, à la fois il y a du sens, c'est profond. La réaction de Ramsès, elle nous fait rire aussi. Il y a toute cette complexité dans la deuxième partie. C'est très. Ça, c'était évidemment écrit. Oui. Très bien. Moi, la scène. Préparez vos questions, parce qu'après je fais circuler le micro. Non, mais moi, la scène qui me touche était terriblement, mais bon, peut-être pour des raisons personnelles, je sais pas, mais. C'est quand le père accueille les enfants la deuxième fois. Moi, je trouve que c'est une scène très forte émotionnellement dans le mouvement. C'est-à-dire le mouvement de surprise, de violence, de voir débarquer, l'étrangeté ou presque des enfants soldats qui hurlent chez soi, dans son intimité, et la réaction qu'il a, et la façon dont il les sèche comme ça, et je sais pas, je trouve ça je trouve ça très politique déjà, mais je trouve ça très, très poétique en même temps et très très beau quoi.
d'arriver à calmer une sorte de meute comme ça, et puis voilà, je sais pas, il y a une façon de prendre soin qui est pas du tout, je trouve, démago, qui est très concrète et qui est très communautaire aussi. Je sais pas, ça vaut tous les discours, quoi. Je sais pas, comment tu l'as écrit, comment tu y as pensé, ou parle-nous peut-être de... Ben, oui, c'est une séquence qui était vraiment importante, quoi, et qui est aussi, qui est un peu la réconciliation avec les pères, quoi. C'est-à-dire qu'avec cette scène-là, c'est aussi Ramsès qui se réconcilie avec son père, et c'est comme ce qu'on se racontait du personnage, c'est comme s'il y avait une rupture, probablement Ramsès à l'adolescence, d'avoir eu ce père qui est à la fois déficient, et qui dans les premières séquences apparaît de manière assez flippante, et qui en même temps est chargé de sens, ou par moments a une intuition forte, quoi. Et qui, du coup, peut-être est le seul personnage du film qui sait comment parler à ces jeunes gars, et quel geste prendre pour que ces gars-là, la violence s'échappe, en fait, qu'ils soient plus dans une situation de tension et d'agression, de rapport à l'argent, qui est aussi en fait Ramsès qui finalement a des rapports économiques avec les autres au début du film. Et que du coup, à un moment donné, là, les choses se reconnectent, et que finalement les ados sont pris en charge, accompagnés, et c'est aussi ce moment-là où Ramsès et le père se réconcilient d'une certaine manière. Oui, et puis ça se fait, je sais pas, il y a le rite encore une fois important, mais moi je sais pas, il y a l'attention, il y a le rite, et puis il y a ce à quoi on décide de croire, quoi. C'est comme si comme si l'être humain avait vraiment besoin de croyance, quoi, de croyance je trouve que le film véhicule vraiment ça très fort, quoi. Alors, si vous avez vu le film, vous parlez de... Non. Je n'ai pas encore vu, non. Ah, vous l'avez pas encore vu, ok, d'accord. Pour ceux qui l'ont vu, peut-être, chose qu'ils ont aimé ou pas aimé. Oui, je peux, tellement. Bonsoir. Je l'ai vu 2 fois, donc peut-être une 3e bientôt. J'ai beaucoup aimé ce film, bien sûr. Et je voulais vous poser une question par rapport à la figure du père, en fait, justement, parce qu'on a vraiment l'impression que ce parcours initiatique, c'est pour aller vers un père qui l'a sans doute oublié, négligé. Et on a l'impression qu'il y a la magie et le fil conducteur, en fait. Il y a une magie dans la première partie, qui est une magie business, qui est une magie un peu violente finalement, et puis dans la deuxième partie, et qu'il maîtrise lui, et puis dans la deuxième partie, une magie qu'il maîtrise moins, qui est peut-être celle de son père aussi. Et est-ce que cette magie, vous l'aviez conçue comme un lien sur l'ensemble justement du parcours ou pas? Ouais, on se le racontait un petit peu comme ça avec Karim. On disait que c'était un personnage qui jouait avec l'irrationnel, qui en avait peur, et en même temps qui allait être rattrapé par l'irrationnel. Oui. Et oui, c'est comme si c'était son fonds de commerce, quoi. Mais sauf que la manière dont il le produit, quelque part l'essentiel manque. En tout cas, cette magie-là, elle est vidée de son sens, de sa manière de sa capacité à créer du lien. Donc du coup, en fait, le film va petit à petit lui apprendre à faire bien son travail, quoi. La manière dont il a utilisé le langage, et le récit et la croyance, de manière, en évacuant la manipulation ou la perversité autant possible. Oui. Le personnage du père est très beau, en fait. Parce que cette séquence dont vous parliez tout à l'heure, c'est un peu où il est bienveillant envers ces jeunes, finalement. On a l'impression que le fils aussi, il trouve un réconfort. Je ne sais pas si c'était voulu, en tout cas c'est la sensation que j'ai eue. C'est une scène de réconfort, en fait, envers son fils aussi. Ouais, en fait, ce qu'on travaillait aussi, c'était quelle manière il a d'arriver chez son père avec ce jeu, avec l'interphone. Il y a un mot de passe, un truc. Et d'un coup, on entre dans un autre rapport au monde, quoi, et que c'est à la fois étrange et en même temps un peu flippant, et puis qu'en fait, toute la trajectoire, au bout d'un moment, il se retrouve avec ces gars-là en pleine nuit, il pleut, et qu'en fait, il va chez son père parce qu'il ne peut plus rentrer chez lui, et que finalement, c'est le seul endroit où il se dit, bon, là, il ne va rien se passer de grave, mais que finalement, il n'a presque pas le choix, mais que du coup,
toute la trajectoire les amène à retrouver le père. En fait. Oui. Alors, j'ai pas encore vu le film, donc ça ne me parlera pas, mais je suppose que dans ce film, comme dans vos films précédents, il y a quelque chose que je ne sais pas si vous veut travailler ou si c'est naturel, mais qui est de trouver la juste distance par rapport soit aux protagonistes dans les documentaires, soit aux comédiens et aux personnages. Et cette juste distance, elle tient à presque rien. Il faut être suffisamment près pour sentir, pour faire sentir, et suffisamment loin pour qu'il y ait une place pour le spectateur. Je suis très sensible à cette idée que les films qui m'intéressent, c'est les films qui laissent une place au spectateur. Ce qui provoque aussi parfois cet effet de est-ce que j'ai bien compris ou alors qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi j'ai programmé dans une salle Raguino et Guillotine. Et c'est vrai que très souvent les spectateurs, le débat qui suit, disent ah oui mais là on ne sait pas bien. Ben vous qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez? Et puis s'aperçoivent les spectateurs petit à petit que chacun ressent différemment parce que le réalisateur, le cinéaste, et justement c'est là où il est artiste, il laisse une place au spectateur. Donc j'ai pas de questions particulières sur le Merci. Cette juste distance, et ça rappelle la phrase de Danet sur je ne sais jamais la citer de tête, le cinéma ce qui permet de voir à quelle distance je suis de l'autre. La citation exacte, mais c'est vrai qu'elle est assez passionnante à réfléchir sur le film. Merci, oui, c'est une question vraiment, pour moi vraiment importante. Comment on construit cette distance-là, ni trop proche, ni trop loin, qui s'écrit en fait dès le scénario, qui se questionne au tournage, et en fait qu'on finit par ajuster en montage. Et puis oui, sur cette question de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a bien compris, pour moi c'est juste l'expérience d'être vivant parmi d'autres êtres humains. En fait, c'est que j'ai l'impression que chaque scène qu'on vit, un dîner, une rencontre dans la rue, une agression en bas de chez soi ou quoi, les choses on les vit toujours après coup. Une situation qui nous a paru très paisible ou très douce, en fait, c'est après qu'on se dit mais là il ou elle m'a dit quelque chose de très brutal, en fait, où j'ai été agressé, où j'ai été condamné, et où soi-même on se dit mais pourquoi j'ai dit ça, et qu'en fait c'est 2 séquences après qu'on se dit ah c'est vraiment, en fait c'est ça qui s'est passé, et que sur le moment on n'en est jamais vraiment certain, que les choses sont toujours assez nébuleuses au moment où elles surgissent, où elles sont toujours un peu doubles. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de travailler cette espèce difficile de résumer une scène ou à un moment donné ou un bout de trajectoire en se disant ah, il s'est exactement passé ça, on en est sûr, et il ne s'est passé que ça, quoi. Les choses sont toujours mêlées de sentiments très, très différents. Oui, je voudrais vous demander s'il y a eu... Le film a beaucoup changé au montage ou pas, par rapport ou au scénario, ou est-ce qu'il a beaucoup évolué? Alors, au montage, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de problème narratif important. Des petits ajustements, des choses qu'on allège. Mais non, au montage, ça n'a pas été... c'était un gros travail, mais pour des raisons, comme d'habitude, en fait, d'ajustement du personnage d'une prise à l'autre. Encore avec Karim, c'était dingue parce que... Il y en avait trop. Non, c'est jamais trop. C'est jamais trop, mais c'était fabuleux d'avoir toutes ces propositions et cette intensité. Donc il fallait doser tout ça. Les enfants aussi, c'était un gros travail parce que bon, il y avait pas mal de rush pour ces séquences-là, plusieurs caméras, et
Il fallait aussi doser, enfin, il faut trouver la bonne énergie, une prise à l'autre. C'était pas des professionnels. Donc ça a été aussi un gros travail. Voilà, de rendre les choses intenses, fluides, de laisser cette place encore plus parfois aux spectateurs aussi. C'est des durées de plan, c'est un plan séquence qu'on garde entier ou pas parfois. Et voilà, c'est des vraies questions d'écriture, mais pas en termes de narration pure et simple, parce que là c'était très solide. Là pour le coup, la scène centrale de la bascule inexpliquée, là pour le coup elle laisse bien la place au spectateur, là, parce que alors là on est en l'occurrence pas perdu, mais là on est vraiment en question. Comment, pourquoi, d'où. Mais c'est génial cette séquence centrale. Ça c'était une question quand même, en spoilant, mais de laisser quand même cette béance-là et de la tenir jusqu'au bout, au spectateur, en ne tranchant pas. Oui, c'était un peu un enjeu. C'était un enjeu fort, c'est pas quelque chose qui a été décidé au montage, et même très tardivement dans le scénario, c'était quelque chose auquel j'étais très attaché, avec les risques que ça comporte aussi, dont on parlait avant, c'est-à-dire qu'il y a des gens de la chaîne qui le refusent, quoi. Et je le comprends, mais j'essaie de travailler sur ces endroits-là, quoi. Et tout d'un coup, des choses qui échappent à la continuité narrative, ou qui échappent à l'explication, quoi, et qui sont pour moi les métaphores d'autres mystères en fait plus simples, mais qui dans la fiction prennent comment dire, une autre forme. Mais oui, c'était un enjeu de scénario de montage. Parce qu'on sent que ce sont des rationalités concurrentes et qu'elles cohabitent toutes. Ça, je trouve qu'encore une fois, ça c'est toujours. Je reviens à la première question de comment lire le monde aujourd'hui, quoi. Et une autre scène aussi qui est aussi assez belle, c'est une scène d'alchimie là où on voit les métaux fondus et tout. Et encore une fois, comment tu transperces presque le contemporain en allant du portable, son côté utilitaire, manipulateur, comment on livre toute son identité, toute sa vie à ces réseaux, et en même temps comment ça devient une matière, ça devient des métaux précieux et rares. Comment on rentre voilà, on est presque chez, je sais pas si on est chez Bernard Enchanteur, mais on est dans quelque chose au plus profond de la goutte d'or, mais dans une forgerie. En fait, c'est à la fois une espèce d'économie de la misère et en même temps l'atelier d'un alchimiste, quoi. Ça, c'était quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en déco et en image, quoi. Mais pour dire que c'est stimulant pour penser le monde aujourd'hui. De se dire que ces objets-là sont aussi ces matières-là. Je sais pas, penser les deux en même temps, je sais pas, moi ça me déboussole et me stimule. Je sais pas, il y a quelque chose du primitif, encore une fois. Tu vois, on est dans la mythologie, quoi. Moi, je pense que la mythologie, elle est partout, quoi. Elle est juste dissimulée, cachée, qu'elle contient, quoi. On tient en tant qu'être humain, en tant que communauté, sur des choses très primitives, quoi. Donc oui, l'art, le cinéma, c'est une manière d'aller affleurer, parfois de remonter à la source ou de laisser affleurer ces choses-là dans des situations où on a l'impression qu'elles n'appartiennent qu'à notre époque, qu'à maintenant, qu'elles sont qu'un pur produit de la technologie ou de notre pensée contemporaine, alors qu'en fait elles remontent à bien plus loin, que c'est des gouffres, je sais pas, métaphysiques ou existentiels, quoi, alors qu'elles sont recouvertes d'un vernis d'apparence technologique ou très contemporaine. Mais les portables n'existaient pas dans la Grèce antique, quoi. Par exemple, ouais. Mais le besoin de scénariser sa propre existence, la construction d'images de soi et la peur de la mort existait dans la Grèce antique et en fait tout ça est mêlé, quoi. C'est juste ça prend cette forme-là maintenant et que Ramsès l'a compris et l'utilise, quoi. Oui, et puis encore une fois, les gens du film, c'est comment savoir enterrer ses morts. L'histoire, ça n'est que ça. Et ce sont des choses, encore une fois, aujourd'hui, qui sont mises sous le boisseau, qui sont oubliées, ou qu'on ne veut pas voir. Et c'est en ça que, encore une fois, je trouve le film fort,
parce qu'il ne parle que de comment enterrer un mort, quoi, et comment apprendre à faire le deuil. Et ouais, non, c'est. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, franchement, c'est un cadeau. Hein, on a spoilé sans spoiler. Ouais, c'est- voilà. Bah voilà, c'est ça. Est-ce que est-ce qu'il y a déjà une ou deux dernières questions? Après, on va passer à la dédicace, mais. Je veux bien, mais c'est toujours, je veux pas être Non, le seul à poser des questions. évidemment. Non, moi je voudrais savoir le désir de film, parce qu'en fait vous avez des études d'art, hein, et donc comment est venu le désir de passer au film en fait, même si les dispositifs, dans le cadre de votre travail artistique, est du film en fait, de la vidéo, mais ce désir de passer à la fiction et au long métrage, comment est-ce que c'est venu? Ça n'était pas suffisant, le travail, ou c'était complémentaire ou... Ouais, c'est plutôt ça, c'est plutôt complémentaire, c'est-à-dire que il y a une grande partie de mon travail qui sont des films qui sont des films plutôt destinés à des installations dans des musées de vidéo qui sont beaucoup plus expérimentaux, faits avec des moyens différents, qui ne reposent pas sur le corps de l'acteur ou la trajectoire du personnage, mais au bout d'un moment on sent que c'est des outils formidables aussi, quoi. Le scénario, la présence de l'acteur et de la dramaturgie classique, quoi, enfin la dramaturgie d'une fiction. Donc oui, assez vite j'ai eu envie d'aller là-dedans. Et puis en fait c'est un aller-retour, quoi. C'est-à-dire que quand je commence un film, j'ai tellement de plaisir de retrouver la force du cinéma, quoi, de la fiction, du texte, des acteurs. Et puis à la fin, je me sens enfermé par le scénario et par le poids économique et la pression que c'est de faire un film. Et du coup, je me rue dans mon atelier et je refais des films autrement avec 3 fois rien. Et voilà. Puis après, le scénario me manque et voilà, je retourne. Les retours, comme ça, ouais, c'est ça. Tes projets, si tu as envie d'en parler, là actuellement il y a une expo j'ai vu en Allemagne, non? Je prépare une expo au musée du Bauhaus à Dessau. Mais qui est déjà. Non, c'est pour la rentrée. C'est pour la rentrée, oui. Je vais montrer quelque chose. Enfin, j'ai plusieurs projets avec la Philharmonie de Paris, dont voilà, je fais de la vidéo pour un prochain spectacle, un concert de Sonia Villard-Atherton, formidable violoncelliste. Qui était l'amie de Chantal Ackerman. Oui, c'est ça. Et en fait, elle collabore beaucoup avec des artistes, des acteurs. Donc, elle a fait un projet avec Chantal Ackerman. Son dernier projet, c'était avec Charlotte Rampling, autour des sonnets de Shakespeare et elle qui joue à Monteverdi. Et là, on fait un nouveau projet. Un nouveau projet, je l'accompagne pour la Philharmonie en avril. Je montrerai des vidéos aussi à la Philharmonie, au Musée de la musique en septembre. Puis j'écris mon prochain film. Tu refuses beaucoup de choses qu'on propose? Ouais, j'en refuse, mais oui, ça va. Il y a toujours besoin d'un réalisateur ou d'une réalisatrice pour tel téléfilm, pour telle adaptation. Donc on propose. Ouais, oui, mais bon, je pense qu'on en propose à beaucoup de monde, mais oui, ça, je sais pas filmer des trucs que j'ai pas écrit moi. Donc, et un format série ou quelque chose ouais, comme ça aussi, on m'a même proposé le bureau des légendes, mais j'y suis pas allé, alors que c'est une super série, quoi, mais, ouais. je saurais pas faire. Et pourquoi qu'est-ce que tu sauras pas faire? En fait, je pense qu'à la base, mon métier, c'est pas forcément de faire les histoires qui m'habitent, quoi. C'est-à-dire que je saurais pas diriger un comédien sur le bureau des légendes parce que c'est pas moi qui le raconte, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai jamais eu envie d'être agent secret, c'est ça? Non, ouais, mais alors que j'adore, j'ai adoré les regarder mais par contre il y a des gens dont c'est le métier, qui savent faire ça d'un scénario à un autre et qui vont toujours trouver quelque chose à s'y connecter. Mais même moi, je travaille avec des scénaristes et j'ai même essayé des fois mon rêve, ce serait de rencontrer un ou une scénariste et dire voilà les idées, le personnage, le truc, le machin, et puis 6 mois plus tard, on récupère un scénario. En fait, ça ne marche pas. Il faut que j'écrive. Si j'écris pas tout moi-même, je ne sais pas le filmer. Donc, Et des films récents que tu as vus en salle qui t'ont marqué ou qui t'ont cette année. Je t'ai fait faire une sélection de DVD dont on va parler, mais juste là, en salle, tu dois avoir des films en salle? Ouais, je vais voir, j'ai un peu de retard. Même sur les plateformes, je sais pas, des choses qui t'ont marqué. J'ai un peu de retard sur le dernier film français, je vis à Berlin surtout, donc là j'ai des trucs que j'ai ratés.
Mais bon, comme tout le monde, j'étais bien. Enfin, moi, je suis un groupie des films d'Albert Serra, donc surtout ses premiers films. Et Pacifiction, ça m'a marqué. On l'a fait venir à la boutique. Et, Ouais. Il a c'était- parlé jusqu'à pas d'heure. Ouais, c'était génial, 2 heures, oui, Ouais. il dit plein de choses intéressantes en Oui, même il est temps. super. Donc, Ouais, il est super. Qu'est-ce qui m'a marqué dernièrement donc t'as pas envie de faire tourner Benoît Magimel, c'est ça? Non, moi j'ai aimé le film. Non, mais est-ce que tu aurais envie de faire tourner Benoît Magimel? Ouais, c'est un acteur. Oui, c'est un super acteur. Ouais, dans le film, il est incroyable. Qu'est-ce qui m'aurait marqué bon, je sais pas, j'ai vu des vieux trucs là, récemment qui m'ont marqué. Mais dans le nouveau film, j'en ai raté pas mal, donc faut que je rattrape des choses. Je t'ai fait choisir donc quelques DVD. Il y a Honor de Cavaliera, le premier film d'Albert Serra, un Don Quichotte, moi, je trouve assez absolu, quoi, c'est incroyable. C'est magnifique. Il y a des films de Eugène Green, Ouais. Le Monde Vivant, ceux qui ne connaissent pas Eugène Green. Tu jouais pas dans un des films? Ouais, j'ai fait une apparition dans un de ses films, c'est un copain aussi. Ouais. Ouais, il y a pas mal de films de copains D'accord. dans la sélection. Qu'est-ce que tu as mis déjà Les Frères Safdie, Good Time. Ouais, alors en fait, The Master, Good Times C'est Paul Thomas Anderson. et Sherazade, c'est plutôt des films qui tournaient un peu autour de la Goutte d'Or. C'est-à-dire que Good Times, c'est un film urbain, la nuit, voilà. The Master, c'est un film sur la manipulation, moins sur la croyance, mais plus sur l'emprise psychologique. Et puis Sherazade, c'est un super film de Jean-Bernard Marlin. Incroyable. Assez urbain aussi, et puis des jeunes, par rapport à la violence. Ouais, je crois qu'on Marseille qui filme aussi. Et Marseille, l'énergie de Marseille, le portrait d'une ville comme ça. Donc je crois que quand Jean-Christophe, le producteur, cherchait à financer le film, c'était 3 films comme ça qui oui, d'accord. Oui, ce sera un peu comme ça, il faut des... Voilà. Ok. Ça va écouter Isabelle, merci. Clément, merci. Merci à vous. On va faire la dédicace vers la grande table pour les personnes qui veulent se faire dédicacer leur DVD ou leur jour. Pas plus.